ce que je veux montrer aujourd'hui va mettre un accent sur un aspect particulier, à savoir comment on fait émerger de la structure logico-formelle, en partant de rien d'autre que de contraintes psychologiques et physiques. C'est en quelque sorte la quintessence de ce qui se passe ce qui s'est passé et qui est devenu invisible derrière avec le formalisme quantique. C'est absolument miraculeux comment peut naître de la structure formelle, même si seulement qualitative, en se donnant seulement ces contraintes de deux sortes qui constituent notre réel. Les contraintes qui sortent des psychismes et qui sont des contraintes de curiosité et de but, et d'autre part, les contraintes physiques, ou bien alors plus généralement factuelles, qui confrontent ces curiosités et ces buts. Donc je n'ai jamais encore exposé de façon, ça sera très de haut, ça sera très sommaire, mais je n'ai jamais exposé l'inframécanique quantique de ce point de vue. Donc je suis partie, on peut commencer. Donc je me suis dit, ça fait un siècle qu'on utilise ce formalisme sur toute la surface de la Terre, et c'est encore depuis un siècle qu'il n'y a pas d'accord sur sa manière de signifier. Et comme j'étais personnellement empêtrée dans cette situation, parce que j'enseignais la mécanique quantique, j'avais des intuitions, j'avais des suppositions, donc je vivais d'une façon qui compensait en quelque sorte le crypticisme de cette théorie, mais d'autre part je me rendais que ceux qui n'étaient pas dedans et qui abordaient directement cette espèce de formalisme qui est tout à fait différent de tout ce que l'on trouve dans la physique classique, dans la mécanique classique où l'on voit les objets dont on parle, presque on perçoit la vitesse, on perçoit les changements de vitesse, on perçoit les positions, tout est là de façon donnée par l'interaction sensorielle directe. Et ça donne un certain formalisme que tout le monde connaît bien, qui est celui de la mécanique classique. Vous êtes dans l'électromagnétisme, déjà il y a une distance qui s'interpose, mais cette distance à l'aide d'un modèle, c'est un modèle, il y a quelque chose qui ondule, quoi, on ne le sait pas à ce jour, et probablement on ne le saura jamais, mais il y a un modèle, et ce modèle donne la capacité de suppléer à ce que l'abord directement formel ne laisse pas intuité. Mais avec la mécanique quantique, c'est très différent parce que les mathématiques sont très différentes. Il s'agit d'espace Hilbert, il s'agit de probabilité, il s'agit de choses qui sont apparues à cette occasion-là. Et le problème que je me suis posé était comment est-il possible qu'un tel formalisme, tellement nouveau et d'autre part tellement complexe et cryptique, puisse apparaître et dominer pendant 100 ans et que personne ne soit d'accord concernant la façon dont il arrive à signifier. Les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique font des congrès à ce jour chaque année et en plusieurs endroits. Et alors petit à petit, j'ai été en quelque sorte prise en possession d'une idée assez extravagante. Eh bien, je vais faire semblant de ne pas connaître ce formalisme. C'est pas facile. Mais je crois que si on décide intérieurement d'être tout à fait honnête là-dessus, ce n'est pas impossible non plus. Et je vais me poser la question de savoir comment
le but de créer des connaissances concernant quelque chose comme ce qu'on appelle un micro-état, qu'on ne perçoit pas et qui n'est même pas un microsystème, c'est-à-dire quelque chose de doté par la physique précédente de certaines constantes, d'invariants. Ça a une masse, ça a une charge, on les mesure et c'est une fois pour toutes. Eh bien non, il s'agit de micro-états et Dirac a bien fait la différence. Ça veut dire on pose qu'on peut parler de la mécanique de ça, on va postuler que ça bouge et qu'on peut décrire la manière dont ça bouge à la façon dont on décrit par les mêmes mots, par les mêmes concepts en mécanique classique qu'un mobile bouge. Et étant donné cette supposition, on a une connexion possible avec la physique classique, mais à partir de là, les conditions cognitives sont tout à fait d'un autre ordre, on ne perçoit jamais rien directement. Et comment on peut, à partir des contraintes qui existent et qui se font face l'une et l'autre, les capacités psychiques humaines spécifiquement, et d'autre part ces conditions cognitives tout à fait insolites pour de la physique, car il faut savoir qu'à l'époque, l'hypothèse moléculaire et l'hypothèse atomique étaient encore en discussion à l'époque. Et on les traitait comme des fantaisies. Boltzmann s'est suicidé à cause de ça. Bon, mais donc, il y a une sorte de modèle dans les esprits, mais je me suis dit, je vais être plus rigoureuse que ça. Je vais faire abstraction aussi de modèles quelconques et voir si on a le but, si on a les contraintes du fonctionnement psychologique humain, et si on a les contraintes de la situation cognitive, où l'on pose qu'il y a quelque chose, mais on ne le perçoit pas, comment, à partir de là, on peut faire émerger quelque chose qui soit structuré, même si en termes purement qualitatifs. Et si cela réussissait, eh bien, se poser aussi la question de savoir quelle est la relation entre cette structure qui, avec optimisme, émergerait, et d'autre part, le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Si cela aussi réussissait, ça donnerait une façon de décoder la manière dont le formalisme arrive à signifier. Voilà mon but. Et face à ce but, donc la page suivante, je me suis dit, bon, on va commencer tout bêtement. On aura un certain temps cette impression d'infantile et de bête. Mais vous verrez comment elle disparaîtra. On va avoir le problème de se donner l'objet d'étude. Parce que si vous voulez étudier quelque chose, il faut mettre dans le rôle d'objet cette chose-là. Alors, comme cette chose-là, un micro-état, un état de microsystème, n'est pas perceptible, comment allons-nous commencer de faire une étude de cela? Donc, l'homme, il est dans le macroscopique, il est piégé là-dedans. Ce qu'on vise, c'est des connaissances de quelque chose qui est au contraire piégé dans le microscopique. Et donc, une seule solution, et j'insiste sur le mot seul, qui reste dans l'esprit avec résistance, c'est qu'il faut l'engendrer, cette chose-là. On imagine à partir de la physique macroscopique, bon, si je chauffe du métal, ça va, on le sait par diverses voies qui existent déjà dans la physique atomique, que ça va faire partir des électrons dans l'entourage. Donc, j'ai une source de cette chose qui s'appelle un électron, pas du tout de ses états, mécaniques, mais je peux la faire partir, et puis partir de là où elle est piégée, et puis ensuite, je peux
en quelque sorte, agir dessus. On verra. Donc, il faut commencer par se donner un appareil sensible, un sensitive device, qui, si quelque chose vient le rencontrer du microscopique, on garde une trace, une marque qui soit observable. Et il faudra que l'on puisse parler de quelle espèce de microétat correspond à quelle marque. Donc voilà au départ la situation qui est angoissante. L'autre. Alors, il faut décrire un microétat. Pour le décrire, comment commencer de nouveau? On suppose qu'on peut être par des voies qui viennent du classique poser que dans une certaine situation, il y a dans le microscopique des électrons, par exemple, mais il faut les décrire leurs états. Alors, bien entendu, on ne peut pas demander des miracles absolus. Donc, il faudra que celui qui se propose ce but commence avec ce de quoi il dispose. De quoi dispose-t-il? Il dispose de ces lois de conceptualisation humaine, du langage. Il a un esprit tel qu'il place automatiquement et irrésistiblement tout ce qu'il imagine dans de l'espace et du temps, dès que c'est physique. Et si ce n'est pas physique, c'est une expérience curieuse à faire. Comment vous faites? Vous mettez encore dans de l'espace et du temps, mais un autre. Et il y a les prolongements de la physique classique qui avaient réussi jusqu'au niveau moléculaire et atomique, plus ou moins, sans paradoxe évident, de transposer dans le plus en plus petit. Donc il faudra commencer avec ça. On ne sait pas ce que ça va donner, mais j'annonce qu'il se passe une chose tout à fait remarquable. C'est que pas seulement il va émerger une certaine structure de ces questionnements, mais que la manière dont nous serons obligés, en deux endroits clés, d'introduire des décisions méthodologiques, pas cognitives mais méthodologiques, cette manière-là va nous éjecter en dehors de toute cette mentalité sur la base de laquelle on a commencé, et on sera même obligé dans une certaine mesure de continuer, comme vous le verrez. Mais il se passe ceci de miraculeux, qu'à cause de ces décisions qui sont méthodologiques et qui n'expriment pas ce à quoi nous sommes habitués, eh bien, il va se forger une scission. D'une part, va rester ce qu'on obtient, et qui sera foncièrement non classique, et d'autre part, il va y avoir la démarche de l'homme, de l'observateur concepteur, qui, elle, désormais, sans inquiétude, pourra être menée tranquillement selon les lois de la pensée classique. Il se forge une scission, et nous sommes rassurés qu'à cause de ces rencontres avec la situation cognitive non classique qui nous extorque en quelque sorte, en deux points essentiels, des décisions méthodologiques si on veut continuer, eh bien, à cause de ça, il y aura cette cohabitation, finalement, qui se montrera possible entre ce que l'on obtient qui est non classique et la manière de l'obtenir qui est la manière naturelle humaine. L'autre, s'il vous plaît. Donc, on va mettre dans le macro un appareil qui, sur la base de la physique classique, est réputé produire un microsystème. L'exemple de la chaleur
dans laquelle on met un objet métallique et qui va faire qu'il en sorte des électrons, par exemple. C'est un appareil de génération, mais ça va générer dans un certain état, parce que telle est notre mentalité classique, qu'un objet que vous percevez, il est toujours doté d'un état. Un objet sans état, on ne peut pas concevoir. Donc, je vais avoir quelque part dans le micro un état d'un microsystème. Et cet état, eh bien, on va le noter. On dit, l'opération G, je la connais, c'est moi qui l'ai réalisée à l'aide d'un certain appareil, je la dénote, G, et je pose que ça crée un certain microsystème dans un état, un micro-état. Donc on a généré d'une façon qui, elle déjà, est tout à fait différente de la manière dont on se comporte dans le classique. Parce que dans le classique, si vous dites monsieur, je veux étudier une chaise, quelqu'un va vous apporter une chaise, elle sera là devant vous, et vous aurez la panoplie des prédicats en votre dans votre possible, grand, petit, marron, bois, etc. Eh bien, ici, il n'y a pas de prédicat. On ne peut même pas montrer du doigt parce qu'on ne perçoit rien. Donc, la manière, ensemble de prédicats qui existent dans l'air du temps, ensemble d'objets qui préexistent tous tout faits, et le prédicat qui nous intéresse, par exemple rouge, va dans cet ensemble d'objets sélectionner une sous-catégorie, et on dira que cette sous-catégorie-là satisfait à la propriété de rouge. C'est la logique de Frege. Ensemble d'objets X, un prédicat qui sélectionne un sous-ensemble, et en même temps, du même geste, ça qualifie. Voilà les objets qui sont rouges. Eh bien, rien de tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas de prédicat, je n'ai même pas pointé, et pourtant, d'une façon purement opérationnelle, j'ai, par hypothèse, quelque chose qui s'appelle un microétat, mais qui est complètement inconnu, complètement non qualifié, pour l'instant. Donc, vous voyez que là, il y a une séparation à l'intérieur du concept de définition lorsqu'on passe du macro dans le micro, s'il vous plaît. Alors, comment faire maintenant? La première question qui se pose est, si je répète cette même opération, est-ce que je vais avoir le même microétat ou pas? Ça cogne contre notre façon de penser de façon irrépressible. D'autre part, c'est tout aussi irrépressible qu'on doit répondre « je ne peux pas savoir ». Tout simplement, je ne peux pas savoir, parce que si je refais l'opération, comme je ne vois pas la chose, dire si c'est la même qu'avant ou pas, ça n'a pas de sens. Et c'est définitivement sans espoir. Alors comment faire? Eh bien voilà la première décision méthodologique qui intervient. Dans cette situation, je suis devant un choix, ou bien j'abandonne déjà, parce qu'on ne peut pas dire si c'est le même ou pas, ou bien je n'abandonne pas, je tiens à mon but, et à ce moment-là, pour savoir de quoi je parle sans ambiguïté, je vais postuler qu'une opération de génération produit le microétat correspondant, il y a une relation de 1 à 1. Ça, c'est très difficile à avaler. Très difficile. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il s'agit du macroscopique, c'est pareil. Et dans une autre approche que j'ai faite en parallèle, dans la méthode de conceptualisation relativisée, j'étais nez à nez avec le même problème en général parlant. Donc voilà une première décision méthodologique.
le même, ça veut dire la même opération telle qu'elle est définie dans le macroscopique par nos paramètres que nous pouvons dominer. Alors, de cette façon-là, on a aussi, disons, contourné cette impossibilité de qualifier directement. Mais pas de qualifier spécifiquement, de qualifier la mêmeté, si je peux dire. C'est une décision méthodologique de langage et qui est introduite ici non pas comme une assertion de vérité, mais comme une hypothèse pour voir à quoi ça nous mène. Tout simplement. On verra à quoi ça conduit. Une fois qu'on aura obtenu quelque chose, on va sous-peser pour voir si la chose est acceptable ou pas. On continue. Alors, une fois qu'on est dans cette situation, on a fait 2 pas déjà gigantesques, excusez-moi de les dire en quelques minutes, ça peut prendre des années pour y arriver, c'est que on peut contourner l'impossibilité de donner dans le rôle d'entité-objet, comme on le fait dans le classique, et on a contourné le problème de savoir si à chaque fois qu'on se donne cette chose en tant qu'objet d'étude, si c'est le même ou pas. Au lieu d'avoir une attitude descriptive et qui clame sa vérité, on a une attitude constructive qui est hypothétique et qui attend voir des résultats pour en juger. On continue. Donc on est dans du faire. On est dans du faire, mais dans du faire défini. Donc, c'est tellement inusuel, bien que lorsqu'on le dit comme ça peut ne pas le paraître au premier abord, que je résume. Il y a la contrainte cognitive qui fait que je ne perçois rien. Il y a le fait que donc je dois engendrer ce que je vais vouloir étudier par la suite et que pour avoir une stabilité dans la relation entre ce que je fais et ce que j'engendre, on pose par décision méthodologique la relation d'un à un, et il ressort que l'attitude à laquelle on est contraint dans cette espèce de situation, elle est constructive, hypothétique, essentiellement non classique. On continue. Et maintenant, on se trouve devant un autre gouffre. Parce que comment va-t-on faire pour qualifier ce que l'on a dénoté comme le micro-état qui correspond à l'opération de génération G? Eh bien, je suis un humain, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que mon opération G a engendré dans un certain domaine d'espace-temps, là et pas ailleurs, qu'elle a engendré mon objet d'étude et qu'il se trouve là. Et comme je ne peux pas le percevoir, comment puis-je imaginer une façon d'apprendre quelque chose concernant sa manière d'être? Toujours selon ma conceptualisation classique, selon mes images, selon mes questionnements. Eh bien, on se dit, il va falloir agir dessus. Dessus, ça veut dire dans la région où, à cause de la nature de mon opération de génération, je suppose que ça existe au départ. Là, il faudra agir de quelque manière qui la porte à faire des marques sur un appareil sensible. Et il faut que la manière dont je l'amène à faire des marques ait quelque chose à voir avec ce face à quoi je veux le qualifier. Si je veux qualifier sa quantité de mouvement, ça doit ne pas être identique
à ce que je ferai si je veux qualifier son énergie, par exemple cinétique, etc. Donc, ce qu'on appelle test ou mesure, ou évolution de mesure pour obtenir des marques ici, eh bien, ça va avoir dans mon esprit une relation avec ma manière classique de penser dans l'espace et du temps, et d'autre part, avec la physique classique qui définit des entités qualifiantes d'un point de vue mécanique. Mais, comment vais-je trouver un équivalent de telle ou telle quantité mécanique, X? Comment vais-je décider quelle mesure est associable précisément à cet X et pas un autre? Comment vais-je ensuite une marque la traduire en termes de valeur de ce que je veux mesurer, quantité de mouvement, énergie, etc. C'est un vide total. Alors, disons, la première chose avec laquelle on se bat quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on dit, je ne me demande pas encore comment je vais associer à un mot qui finalement est classique, position ou quantité de mouvement, quelque chose qui soit actif dans ces conditions-là. Je vais tout simplement me dire, je peux faire des tests, je peux agir dessus, disons, avec un champ magnétique, et puis ensuite, quand j'obtiens une marque, je reste toujours avec le problème d'interpréter cette marque. De la, au moins, au minimum, au grand minimum, de la distinguer, de l'individualiser face à toute autre marque. Au minimum, c'est le problème du codage des marques enregistrées, de manière que, tout d'abord, au moins, ça se démultiplie en plusieurs valeurs, parce que je n'aurai pas toujours la même marque. Eh bien, tout cela, je ne peux pas insister ici, j'ai réussi à trouver la manière de coder sur la base tout simplement de configuration d'espace-temps, sans pouvoir associer à des mots classiques comme quantité de mouvement, énergie totale, etc. Et c'est là qu'est apparue une première surprise, c'est que la mécanique quantique orthodoxe, qui est réputée depuis Bohr, depuis 1900 et quelques, de ne contenir aucune espèce de modélisation dedans, d'être pure de tout modèle, eh bien, elle a un modèle dedans, et très puissant, c'est le modèle de De Broglie onde-particule, et tous les X mécaniques, ça vient de l'association avec la partie particule, pour laquelle on suppose que l'on peut associer une position, une quantité de mouvement, une énergie cinétique, une énergie totale, etc. Mais je ne suis pas en mécanique quantique, et j'ai la contrainte de ne pas introduire des modèles avant que ça soit strictement nécessaire. Donc, j'ai travaillé d'abord avec des tests et j'ai trouvé la loi de codage en termes de valeurs associées à un test G donné. Et je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Mais déjà, ce qui s'affirme, plus une fois qu'on a donné une loi de codage dans ces termes tout à fait généraux, ce qui se confirme, c'est cette attitude radicalement constructive où il est bon de se laisser aller à sa manière d'imaginer, de savoir, de par l'histoire, des choses qui ne sont pas directement reliées à ce que vous cherchez. Il faut se laisser aller à le faire dans ces termes parce qu'on n'en dispose pas d'autres. Et on verra à quoi ça mène et comment on pourra comparer avec le formalisme. La suivante. Donc voilà, ça tout simplement résume ce que je viens de dire. On doit créer l'entité à étudier, on doit organiser le mode de qualifier en séparant face à quoi
comment, par quelle opération, et en problème de la signification de la marque, ça nous met devant un problème de codage qui peut être résolu en termes préalablement simplifiés par des considérations tout simplement d'espace-temps, et tout cela jusqu'ici a été créé. Ça n'a pas été constaté. Ça a été créé. Et on passe. Alors là, il y a eu un nouveau chemin. C'est ici qu'on doit tenir compte du but de toute l'opération, qui est d'obtenir finalement quelque chose qui soit comparable au formalisme quantique. C'est ici que lorsqu'on réfléchit à la situation qui se réalise dans la mécanique quantique, on devient conscient du fait qu'il y a dedans un modèle et qui agit à chaque instant. C'est le modèle onde-particule de Louis de Broglie, et cela permet, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la mécanique classique et ensuite de la mécanique quantique savent que les parenthèses de Poisson permettent de donner une redéfinition en termes opérationnels des concepts primitifs de Newton, de quantité de mouvement, de moment de la quantité de mouvement, etc. À chacune, on peut déjà dans la physique classique donner une formulation qui s'est appelée la formulation analytique et qui a associé des opérateurs à chacune de ces quantités. Et puis la mécanique quantique, elle a pris ces opérateurs et à partir de là, elle a forgé tout un formalisme de fonction, état propre, etc. Donc, si on veut avoir un langage commun avec la mécanique quantique, il faut désormais prendre une branche de développement qui soit particularisante face au départ tout à fait général avec des tests quelconques où on est confronté exclusivement à la question de codage des marques pour les distinguer mutuellement l'une de l'autre, sans pour autant mettre en relation avec les concepts classiques de qualificateurs mécaniques. C'est une catégorie particulière qui est dedans, mais ce qu'on est en train de faire ici est parti de façon plus générale, et ça peut être poursuivi d'une façon plus générale. Mais ici, j'abandonne la façon plus générale de poursuivre et j'enclenche sur une façon de poursuivre qui soit comparable directement avec la mécanique quantique. Et alors, disons qu'à partir d'une opération de génération, je vais avoir quoi? Je vais avoir un microétat du type pour lequel j'ai fait l'opération de génération, je n'en sais rien, je ne sais pas comment il est, et je veux apprendre sur lui des choses, eh bien, il faudra le soumettre, non plus à des tests, mais à ce qu'on appelle des mesures de quantité de mouvement, de moment de la quantité de mouvement, etc. Donc ici, le mot mesure peut intervenir, et comme une fois que j'ai fait l'opération génération, j'ai un exemplaire de ce microétat hypothétique que cela produit, et qui lui est relié par décision méthodologique dans une relation de 1 à 1, je l'ai là. Et si je le soumets à une évolution de mesure qui correspond, disons, au moment de la quantité de mouvement, eh bien, il sera pris dedans. Il aboutira à faire une marque quelque part qui va faire cesser son état. Donc, il sera consommé dedans. C'est une donnée consommable. Et il faudra que je recommence. Et je peux recommencer de la même manière ou bien d'une autre qui correspond à une autre quantité qualificatrice. Donc, deux quantités qualificatrices qui ne peuvent pas être toutes les deux soumises à la même évolution de mesure vont être mutuellement incompatibles face à un exemplaire de ce que produit une réalisation de l'opération de génération. Donc j'obtiens une structure en branche
ici la branche pour une quantité mécanique x1, ici la branche pour une quantité mécanique x2. Par là, il y a un appareil qui prend des marques. Les marques, chaque marque, elle sera distinguable des autres d'une manière qui en mécanique quantique est très peu claire, et ça fait le problème de la mesure, mais qui ici, de toute façon, est associé déjà au codage par la configuration spatiale du groupe de marques obtenues, ce qui est, disons, une bouée de sauvetage. Mais ensuite, il faudra voir, après coup, plus en détail, comment la mécanique quantique fait son codage. Parce que ce n'est pas fait, ce n'est pas déclaré, et c'est la racine du problème de la mesure. Bref, on a tout un tas de marques. Chacune de ces marques est associable par la voie d'un codage pertinent à une valeur de ce qu'on a mesuré. Il y a donc un univers de valeurs possibles. Sur cet univers de valeurs possibles, d'abord, on constate que c'est un univers et pas une. On fait tout le temps la même opération de génération, on la fait suivre par la même mesure, il apparaît une multiplicité de marques. Donc, ça reconduit la question de la relation de 1 à 1, en un certain sens. Mais, une fois qu'on a un univers de marques possibles via codage, on peut se poser la question de savoir si ces marques sont dotées, l'apparition de ces marques, si oui ou non, elle est dotée de quelque invariance. L'invariance, comme il y a toute une multiplicité de marques, ne peut être que statistique. Et si on est très heureux, la statistique peut être convergente vers une certaine stabilité quand le nombre d'essais devient très grand. Donc on peut commencer à dénombrer et à faire un espace de probabilité au sens de Kolmogorov. C'est vite dit parce que dernièrement j'ai prouvé que ce n'est pas possible pour des microétats. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais on peut tout de même trouver des statistiques dotées de stabilité et convenir, pour ne pas mettre trop de difficultés à la fois, qu'une telle statistique, si elle est stable, on va l'appeler distribution de probabilité des valeurs du moment, de la quantité de mouvement, des valeurs de l'énergie totale, etc. Donc, on obtient ici des lois de probabilité qui coiffent les branches de l'arbre. À partir de là, on trouve, même si on ne veut pas tenir compte de la mécanique quantique, on est d'emblée, si on est physicien, frappé par le fait que le principe d'Heisenberg est dedans, que tout cela est quelque chose qui dépasse de loin les espaces de probabilité classiques de Kolmogorov, puisqu'il y a tout ce qu'il y a en dessous, et qui figure de façon qualitative, mais ça donne sa structure, le phénomène aléatoire, qui lui n'est pas représenté dans l'approche de Kolmogorov. Donc on obtient un tout probabiliste d'un genre nouveau, on obtient des distributions soi-disant de probabilité, on obtient une situation de type Heisenberg qui vient de la non-possibilité d'effectuation simultanée sur un exemplaire de deux types de mesures qui sont foncièrement différentes dans leur structure, on obtient tout ça. Et on se rend compte qu'on est en train de faire pousser, en quelque sorte, le concept classique de probabilité et de trouver des explications, si je peux dire, qui pointent déjà le nez. En plus, on se dit, puisqu'il y a une opération de génération que l'on répète à chaque fois avant de soumettre à l'évolution de mesure, eh bien, étant donné qu'on est dans cette situation, on s'attend à ce que la distribution de probabilité selon une branche X1 ne soit pas tout à fait indépendante
de la distribution de probabilité qui est sur l'autre branche. Alors, il y a dans la mécanique quantique une chose qui est purement calculatoire, que l'on appelle le calcul des transformations de Dirac, et qui donne la manière de passer d'une distribution à une autre. Eh bien, ici, il nous apparaît visuellement, si je peux dire intuitivement, qu'il s'agit probablement d'une métaloi de probabilité exprimée par cette relation et qui relie ces distributions de probabilité. Et on pressent qu'on n'est pas loin du problème de localité. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai obtenu là-haut, la description, elle est probabiliste. Le D tout seul, ce sont les distributions de probabilité. Il y en a autant que j'ai fait de branches. Ce qui est mis dans les parenthèses, ce sont les éléments opérationnels et conceptuels qui ont été introduits sur le parcours et qui font la genèse. C'est l'opération de génération qui est dotée d'une définition opérationnelle mais claire. C'est ce que j'ai appelé le micro-état correspondant, qui est une entité supposée, mais qui se manifeste via des stabilités statistiques, ce qui après coup, en quelque sorte, justifie la relation de 1 à 1, mais au niveau statistique. C'est une statistique qui se répète, et c'est elle qui est la même, et on ne peut pas faire autrement. Ce sont des statistiques qui émergent de façon primordiale et irrépressible. C'est la célèbre essentialité des probabilités quantiques. Et puis, il y a la manière de qualifier que j'ai appelée une vue. Une vue, dans le cas de la mécanique quantique, c'est une vue mécanique qui est faite d'aspects divers, un aspect position, un aspect quantité de mouvement, un aspect énergie totale, etc. Donc, cette notation montre le résultat et entre parenthèses sa genèse. Et la seule chose observable sont les lois de probabilité qui sont le D tout seul. Je les ai obtenues, ces lois de probabilité, à l'aide de la définition de l'opération de génération et la définition de la façon de qualifier. C'est le référentiel épistémique de connaissance qui a été mis en jeu pour aboutir à la description finale. Et on a fait quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on fait dans le cas de la conceptualisation classique. On a capturé un fragment d'existence physique tout à fait aconceptuelle dans le microphysique avec l'opération de génération. On a défini ces deux opérateurs G et V qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, pas comme dans le classique où la manière de sélectionner une classe d'entités objets est par la prédication. Ici, il y a indépendance. Chacun de ces éléments a été créé de rien. On n'a vu que des marques enregistrées auxquelles il a fallu inventer un sens et de façon, disons, de façon motivée. Il a fallu inventer, construire la signification sur la base de raisonnement. Et puis, il y a eu cette discontinuité de la production, de la génération, de l'évolution génétique pour obtenir une mesure qui consiste dans le fait que, à chaque fois quand on fait une opération de génération, on peut obtenir un groupe de marques et pas 36, parce que la chose que vous qualifiez n'est pas pérenne, comme dans la vie classique. Donc il y a G mesure, G mesure, G mesure, et ça recommence
Donc, il y a une sorte de bousillement de la structure d'espace-temps qui explique pourquoi le résultat final est essentiellement statistique. On ne peut pas avoir autre chose que du statistique de cette façon-là. Donc, on est parti du classique à cause des décisions méthodologiques concernant la manière de se donner l'objet et ensuite la manière de le qualifier. On aboutit à quelque chose qui est tout à fait non classique, qui n'a pas de structure d'espace-temps interne. Toute la façon de faire a été finalement normale, faute d'un autre choix. On a agi comme on sait agir, comme on peut agir, et miraculeusement, ça n'est pas intervenu sur la nature du résultat. Le résultat est resté pur de ces préconceptions classiques. Il est venu là comme un ensemble statistique de marques. On peut continuer. Alors, encore quelques mots. Donc, la description, je l'ai notée D0 et je l'ai appelée description primordiale transférée. Pourquoi transférée? Parce qu'elle consiste exclusivement en marques transférées sur des appareils enregistreurs. Et on n'a rien d'autre que ça et une loi de codage qui est très difficile à établir et que j'ai pu établir pour le cas plus général que celui de la mécanique quantique, pour le cas de tests quelconques, et d'autre part, pour les grandeurs quantiques, où l'on pourra décoder la situation dans les problèmes de mesure quantique. Ce qui a émergé était statistique de façon irrépressible, j'ai dit pourquoi. Et cette statisticité absolument non évitable conduit à dire que dans le domaine de la création de connaissances, et sur un plan tout à fait général, le statistique est préalable au déterminisme. Si on veut de là tirer quelque chose de plus déterminé, eh bien, il faut partir de ces descriptions primordiales transférées et faire un modèle explicatif a posteriori, après coup, qui donne des motivations mais inventées de la dispersion statistique, et il apparaît très clairement que le déterminisme dans le processus de création de connaissances est second. C'est une modélisation, le déterminisme tout entier. On pourra beaucoup discuter là-dessus, parce que dans le cas des entités psychiques, nous savons comment marchent les fils de la pensée pour qu'après beaucoup de méandres, on s'arrête sur quelque chose. Et donc là, on a cette impression de libre arbitre, mais nous sommes dans des conditions cognitives tout à fait différentes, parce qu'ici, ce sont des choses qui nous frappent de l'extérieur. On peut continuer. Donc, dans la construction et de choses physiques, la statisticité est à la base. La causalité et le déterminisme sont des modèles. Les descriptions transférées que l'on a à la base guident comment on va modéliser pour ne pas trahir le factuel. Tout cela, en plus, donne la possibilité de résister au réalisme naïf, parce que on a devant l'esprit à chaque instant le fait que ce que vous avez obtenu est tout à fait relatif à votre façon de faire, à la façon de décider d'une opération de génération, à la façon de décider quelle manière d'agir sur un microsystème, sur un micro-état, est compatible avec le concept de telle ou telle qualification. Tout ça, on l'a laborieusement eu à créer. Et on sait que si on avait été, on le sent, des animaux différents, une fourmi, un perroquet, etc., on aurait eu d'autres voies peut-être
de résoudre les problèmes de codage et d'autres. Donc, la relativité qui s'interpose quand on crée de la connaissance entre nous et le réel, sans qu'on puisse se dispenser de cette immixtion de la grille de qualification et de génération, cela montre que le réel tel qu'il est en lui-même est vraiment une légende. Je l'ai fait dans la méthode de conceptualisation relativisée qui pose que le réel en soi n'est pas connaissable. Ce n'est pas objet de connaissance. Dès qu'on crée des connaissances par interaction avec, il nous échappe en tant que tel, en tant que chose. Mais ces relativisations ne sont pas du tout du relativisme. Comme ce qu'on pointe par ce terme, quand quelqu'un te parle et te dit « oui, il y a du soleil dehors », mais ce n'est pas tout à fait du soleil parce qu'il y a des nuages. Mais ces nuages vont peut-être disparaître et donc vous donnez des relativisations et aussi vite vous les effacez et donc on a l'impression que l'interlocuteur est prêt à admettre n'importe quoi et il trouvera des explications. Ça c'est le relativisme. Ici c'est le contraire. On a donné des opérations, des définitions, des codages, et à cause de ces relativisations à tout ce que l'on a donné, on sait avec précision de quoi l'on parle à la fin. On parle d'une chose très particularisée par les relativisations, mais c'est une chose précise. La suivante. Donc voilà. L'inframécanique quantique, elle est dite d'avions à 10 000 mètres d'auteur. Si on descend petit à petit, on voit toute la structure de chaque endroit particulier et c'est absolument étonnant, je pense, de voir comment cette structure émerge et de combien, à quel point de rien de prédonné, sauf des inévitables. On se donne de l'inévitable et on obtient à l'arrivée une structure extrêmement détaillée. Bon, maintenant, je veux dire un mot, donc, ça piège une certaine universalité. J'ai été consciente personnellement de cette universalité puisque j'ai développé, indépendamment de ça, la méthode générale de conceptualisation relativité. Mais je dois dire que j'ai toujours appliqué à des descriptions et des constructions de représentations de choses physiques, comme je venais des plates-bandes de la physique. Néanmoins, le concepteur-observateur s'est mis dedans. On a vu à quel point. Mais il a fallu que je rencontre Henri Boulouette pour voir quelqu'un qui trouve que dans le cas où l'on veut créer des objets physiques absolument quelconques, et notamment des artefacts d'usage, eh bien, on est devant une situation similaire et qu'il faudrait avoir le courage de montrer comment, dans ces conditions cognitives-là, on va faire face pour faire émerger la structure correspondante. Donc, la relation entre le pôle psychique qui entre en jeu et le pôle tiré de l'univers matériel, qui ici apparaît de façon relativement faible. Pourquoi? Parce que dans la science, on a l'habitude de dire l'humain qui intervient, c'est le désir de connaître afin de prévoir. C'est devenu un slogan. Mais on oublie que pour connaître ceci, il faut faire d'une certaine manière, pour connaître cela, il faut faire d'une autre manière, que ces manières-là, on les invente de façon spontanée et on n'en parle plus. Pourquoi? Par amour de la célèbre objectivité scientifique. Ici, l'objectivité, on se rend compte, elle ne peut être que consensus. Moi, dans mon laboratoire,
je travaille avec un certain G, avec un certain V. Si l'autre dans son laboratoire travaille avec le même G, dont je puis lui donner les coordonnées macroscopiques, et le même V dont je peux également donner les coordonnées, eh bien, il est tenu d'obtenir les mêmes distributions statistiques avec la même stabilité. Donc, le consensus, il est de ce genre. Cependant que dans la physique classique, on imagine que le consensus vient d'invariants matériels. Il y a des invariants matériels qui sont là. C'est la même table. Vous voyez? Et on s'escrime jusque dans la théorie actuelle des particules, dans la théorie des cordes et tout ça, de trouver des invariants objectuels. On ne parle absolument pas de la modalité d'engendrer les connaissances concernant ces choses-là. Eh bien, c'est, je dois dire, grâce à Henri Boulouet, que je me suis rendu compte qu'il est peut-être possible de vouloir créer une structure qui fasse intervenir avec toute la variation possible les conditions cognitives qui sont restées en physique et dans la conceptualisation classique cachées, sous le fait que il y a une façon absolument uniforme de désigner les conditions classiques d'objectivité. Tout le monde doit être d'accord. On ne cherche pas plus clairement dans quel sens. Et si on le cherche, c'est sur une voie extrêmement réductive. Et d'autre part, c'est parce que on a affaire avec des objets macroscopiques et on dit, mais je le vois, je vais le façonner comme il me faut, ça ne marchera pas la première fois, ça marchera la seconde ou la centième. Mais faire une méthode où l'on fasse intervenir la situation cognitive systématiquement, c'est une autre paire de manches. Et je donne la parole à Henri Boulouet.